pencher aujourd'hui sur un mal très insidieux qui s'installe dans les entreprises, le confort managérial. Hmm, Et attention, hein, on ne parle pas du confort d'une bonne chaise de bureau, non, non, pas de la machine à café, non. pas du tout. On parle de cette tendance à fuir l'inconfortable, à contourner les conversations qui fâchent. Maintenir une sorte de paix sociale en surface. Exactement. Mais c'est une paix qui a un coût énorme sur la performance et même sur la vérité, tout simplement. C'est un concept qui, je pense, parle à beaucoup de monde. Et pour le creuser, on s'appuie sur un ouvrage qui vient de sortir, Manager hors de la zone de confort. Signé Adnan Benchakroun et Sofia El-Khansa Bentami. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est leur approche. Le livre est traversé par une sorte de voix intérieure du manager. Ah oui, cette voix qui verbalise les doutes, les hésitations. C'est ça. C'est une méthode qui vient directement de l'expertise de Sofia Bentami, qui est coach et accompagne des dirigeants au quotidien. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer cette idée. On va suivre le chemin que le livre nous propose, une sorte de parcours de transformation. On part d'un archétype pour arriver à autre chose. Voilà, on part du fameux bon manager tranquille pour voir comment on peut évoluer vers un leadership plus courageux, plus assumé. Et il faut garder en tête une chose, le livre ancre souvent son analyse dans le contexte marocain. Ce qui est très pertinent. Le poids du non-dit, une certaine verticalité, ça donne une saveur particulière à ce confort. Absolument. Alors, commençons par le début de ce parcours, le piège du manager tranquille. Celui qui ne fait pas de vagues. C'est exactement ça. Une figure qu'on connaît tous. De l'extérieur, tout a l'air parfait. C'est quelqu'un de calme, de maîtrisé, de fiable. Ses réunions sont lisses. Zéro conflit apparent. Zéro. Et dans beaucoup de cultures d'entreprise, c'est le manager idéal. Oui, c'est l'image de la stabilité incarnée. Mais les auteurs, ils nous alertent tout de suite, ce n'est pas de la paix, c'est, et je cite, une forme de résignation bien habillée. C'est très fort comme formule. C'est très fort. Ce manager, il ne résout pas les problèmes en fait. Il les contourne. Il les rend juste supportables. Un exemple concret? Un collaborateur est en difficulté, on va ajuster son périmètre. Il y a une tension entre deux personnes, on réorganise le planning pour qu'elles se croisent le moins possible. On transforme des problèmes humains en puzzle logistique. Voilà. Et ce calme apparent, il a un coût. Un coût caché qui est énorme. D'abord, les vrais sujets, les sujets sensibles. Ils deviennent tabous. Exactement. On ne parle plus de la baisse de motivation, de la qualité qui se dégrade. Ces tensions, elles ne disparaissent pas, elles se métastasent. C'est-à-dire Elles ressortent où? sous forme d'irritabilité, de fatigue chronique, de désengagement. Silencieux. L'équipe, elle, apprend très vite de quoi on a le droit de parler et surtout ce qu'il faut taire. Le manager devient donc une sorte d'amortisseur en fait. C'est ça. Il absorbe les chocs pour protéger son propre confort et celui de sa hiérarchie, mais au final, il a cessé de piloter. Il subit. Et à force d'absorber, on finit par ne plus rien régler du tout. Ce qui mène tout droit à la culture de l'évitement. C'est la conséquence directe. Oui, l'évitement, ce n'est pas une grande décision, hein. C'est une accumulation de micro-renoncements. Une remarque qu'on garde pour soi en réunion. Voilà, un feedback difficile qu'on repousse à la semaine prochaine, puis au mois suivant. Il y a une phrase très juste dans le livre. Laquelle? Les conflits non traités ne disparaissent jamais. Ils se déplacent. Il se déplace où, par exemple? Dans les couloirs, à la machine à café, dans les groupes WhatsApp. Ça se transforme en rumeur, en cynisme. Et pendant ce temps, le manager? Lui, il s'épuise. Il s'épuise à gérer les symptômes. Il passe son temps à faire ce que les auteurs appellent des bricolages organisationnels. Des rustines. Des rustines, exactement, pour colmater les brèches. Et ça érode sa crédibilité. L'équipe n'est pas dupe, elle voit très clair dans son jeu. Elle sait qu'il est devenu prévisible dans son évitement? Absolument. Et l'organisation entière finit par être comme sous anesthésie. Et pour le manager lui-même, personnellement, c'est quoi l'impact? C'est ce que l'ouvrage nomme la fatigue morale. C'est cette dissonance, ce décalage permanent entre ce qu'il sait qu'il devrait faire, Avoir cette conversation difficile, prendre cette décision juste mais impopulaire? voilà, et ce qu'il fait réellement, c'est-à-dire préserver le calme à tout prix. C'est un poids terrible à porter au quotidien. Et quand on creuse un peu, j'ai l'impression que le vrai moteur de tout ça, au fond, c'est pas la stratégie, c'est une émotion toute simple, la peur. Le livre est très direct là-dessus, non? Absolument. Mais attention, ce n'est pas la peur de l'échec technique, de ne pas atteindre un chiffre. C'est une peur beaucoup plus sociale, plus viscérale. La peur de perdre la face. C'est ça.
La peur d'être perçu comme injuste, comme autoritaire, ou même juste maladroit. La peur de décevoir, de ne plus être aimé par son équipe. Le livre pose une question qui va droit au but, je m'en souviens. Oui. Craignez-vous vraiment le conflit ou craignez-vous d'être vu autrement qu'en manager acceptable? C'est très percutant. Et ce qui est fou, c'est le paradoxe. En cherchant à tout prix à préserver son image de manager sympa, juste, il finit par devenir Flou. complètement flou. Personne ne sait ce qu'il pense vraiment, où sont ses limites. Et un manager flou, c'est tout sauf rassurant. Au final, son image se dégrade beaucoup plus. C'est tout le paradoxe. Mais le livre présente cette peur non pas comme un ennemi à abattre. Ah, d'accord. Non. Il la présente comme un signal de seuil. Un indicateur qui nous dit qu'on est à un point de bascule. La question, c'est pas de l'éradiquer, c'est impossible. C'est de décider quoi en faire. Est-ce qu'on la laisse piloter ou est-ce qu'on agit malgré elle? C'est le cœur du sujet. Et le plus souvent, pour ne pas avoir à affronter cette question, on trouve un moyen très malin de la masquer. On la rationalise. Ah, ça c'est la fuite la plus sophistiquée. La peur abandonne le registre de l'émotion pour prendre celui, beaucoup plus respectable, de l'analyse stratégique. Et ça donne les fameuses phrases Ce n'est pas le bon moment, le contexte est trop tendu, où les équipes ne sont pas assez matures pour entendre ça. ou le grand classique, c'est la culture de l'entreprise, on ne peut rien y faire. Et le pire, c'est que ces arguments sont souvent vrais, en partie. Ils sont logiques, ils sont défendables. C'est ça le piège. Oui, ils forment ce que les auteurs appellent un système parfaitement étanche, une cage intellectuelle. Le manager a un argumentaire en béton pour justifier son inaction. Il sait ce qu'il faudrait faire, mais il a trop de bonnes raisons de ne pas le faire. Voilà. Et l'enjeu, c'est de faire la différence entre le réalisme, qui est nécessaire, et l'immobilisme, qui est un choix. Le livre a une conclusion très forte là-dessus. Qui est? Ce n'est pas le contexte qui gouverne, c'est la peur habillée en logique. D'accord. Le diagnostic est posé, on a ce manager anesthésié par une peur qu'il a rationalisée. Comment on sort de cette cage? Alors là, on entre dans la partie plus constructive du livre, le parcours de transformation. Enfin, La première étape, c'est l'émergence de ce que le livre appelle le courage discret. j'aime bien le mot discret. On n'est pas dans le coup de poing sur la table. Loin de là. Le courage discret, c'est une série de petits actes. C'est oser parler juste, même quand c'est inconfortable. C'est fixer un cadre à un collaborateur sans l'humilier. C'est dire non, sans écraser l'autre. Donc ce n'est pas un grand acte de bravoure, c'est une discipline du quotidien. C'est la constance qui fait tout. Et ça s'appuie sur une idée très forte, qui va à l'encontre de ce qu'on pense souvent. Ah, La confiance ne précède pas l'action, elle en découle. c'est contre-intuitif ça. Très. On a tendance à attendre d'avoir confiance en soi pour agir. Les auteurs disent l'inverse. Agis, même à petite échelle, et c'est cette action juste qui va construire la confiance. La tienne et celle des autres. C'est une belle idée sur le papier, mais concrètement, dans une culture très hiérarchique, est-ce qu'un manager qui se met soudainement à parler juste ne risque pas d'être mal perçu? C'est une excellente question, et le livre ne l'élude pas. La clé, ce n'est pas la brutalité, c'est la clarté. Et cette clarté, elle passe par une autre étape assez contre-intuitive. Demander de l'aide sans perdre son autorité. Ah oui, le mythe du manager qui sait tout seul. Exactement. Le livre déconstruit ce mythe. L'autorité réelle, elle ne vient pas du fait de tout savoir. Elle vient de la capacité à poser les bonnes questions et à mobiliser les bonnes personnes. Mais demander de l'aide, ça peut être vu comme un aveu de faiblesse. C'est là que la nuance est importante. Il ne s'agit pas de se défausser de sa responsabilité, il s'agit de solliciter un avis, un feedback d'un père, de son propre manager. La solitude managériale, qu'on glorifie parfois, est en réalité un énorme facteur de fragilisation. C'est dans l'isolement que la peur prospère. Et que les excuses rationnelles deviennent inattaquables. D'accord. Une fois qu'on a ce courage discret et qu'on accepte de ne plus être seul, comment on passe à l'action, collectivement? Par la clarté des objectifs. Le livre y consacre un chapitre important. Un objectif, ce n'est pas juste un chiffre dans un tableur Excel. C'est une prise de position, une direction. C'est ça. Et pour que l'équipe s'engage, cet objectif doit être expliqué, le fameux pourquoi. Il doit être discuté, débattu même. Pour que chacun puisse se l'approprier. Voilà. On passe d'une logique d'obéissance formelle à une logique d'adhésion réelle. La clarté remplace la pression. Ce qui nous amène à la question de l'efficacité. C'est bien d'être courageux, clair, entouré, mais au final, ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est le point d'orgue de cette phase de croissance. Transformer les compétences en impact. Avoir lu tous les livres de management, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
L'impact, le changement concret et visible, c'est le seul vrai indicateur. Le manager doit se demander quels sont les 2 ou 3 leviers sur lesquels je dois agir pour que le changement soit perceptible par tous. Et ça soulève une question presque philosophique. Je crois voir où vous voulez en venir. Si un changement managérial a lieu, mais que personne dans l'équipe ne le perçoit, a-t-il vraiment eu lieu? J'aime beaucoup cette question. Il ne s'agit plus d'être perçu comme compétent, mais comme utile. C'est un changement de perspective fondamental. Et j'ai l'impression qu'à ce stade, on ne parle plus seulement de technique, mais d'une transformation plus profonde de la personne. On entre dans la dernière partie du voyage. Le manager ne se demande plus seulement comment faire comment, mais au nom de quoi. C'est le chapitre manager avec des valeurs, pas avec la peur. Et là, les valeurs, ce ne sont pas des slogans affichés au mur. Surtout pas. Ce sont des guides pour l'action dans les moments de vérité, quand il faut faire un arbitrage difficile, quand chaque option a un coût. Le manager doit définir ses non négociables. La peur ne disparaît pas pour autant, j'imagine. Non, elle est toujours là. Mais, comme le dit joliment le livre, elle cesse simplement de décider à votre place. Elle devient une information parmi d'autres. Exactement. Et non plus le pilote de l'avion. Et quel est l'aboutissement de tout ce chemin? Où est-ce que ça nous mène? Ça mène à cette idée de devenir le leader que l'on aurait aimé avoir. C'est une introspection puissante. Utiliser ses propres expériences, même les mauvaises. C'est ça, le manager qu'on a détesté, les situations d'injustice qu'on a subies. Les utiliser comme une boussole pour guider ses actions présentes. Le leadership n'est plus une question de statut, mais de relation. L'objectif n'est plus d'être au centre. Non, mais de devenir un repère fiable et juste pour son équipe. Ce qui implique de lâcher prise sur le contrôle total pour favoriser l'autonomie. On arrive alors à l'image finale que propose le livre, celle du manager comme passeur. J'aime beaucoup ce terme. C'est une très belle synthèse. Le passeur, c'est un traducteur. Il traduit la stratégie en réalité de terrain. Il fait le lien entre les générations, il connecte le discours formel avec les réalités informelles du travail. Son but n'est plus de plaire ou de contrôler, Mais de relier. de relier. Et donc, l'héritage qu'il laisse n'est pas mesurable par des indicateurs de performance classiques. Absolument pas. Son héritage, c'est la maturité de l'équipe qu'il laisse derrière lui. Des collaborateurs plus autonomes, des pratiques plus saines, une culture où on ose se parler franchement. Mais respectueusement. Toujours. La question ultime que pose ce parcours, ce n'est pas « qu'avez-vous accompli ?», mais « que laisserez-vous derrière vous quand vous quitterez votre poste ?» Si on fait la synthèse de ce parcours, c'est assez vertigineux. On est parti de cette figure du manager tranquille. Qui s'abrite derrière son confort. Voilà, un confort rassurant, mais qui l'enferme. On a plongé avec lui dans ses peurs, on a démonté ses belles excuses pour le voir remonter à la surface, non pas comme un super-héros, Non. mais comme un leader plus juste, plus conscient, le passeur. Le message central, si on prend un peu d'auteur, c'est que la croissance, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, elle ne démarre jamais dans la certitude. Elle démarre par un petit acte, posé malgré le doute. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'assumer sa responsabilité. Responsabilité de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, et peut-être surtout de ce que l'on choisit de ne pas faire. C'est une conclusion très forte. Pour laisser une dernière piste de réflexion, le livre se termine sur une phrase qui résume tout. Laquelle? La transformation commence là où le confort cesse d'être une excuse. Et ça ouvre une question qu'on peut tous se poser, je crois. Oui. Dans notre propre environnement, quel est ce petit confort, cette habitude d'évitement, qui a peut-être cessé d'être une protection pour devenir silencieusement une limite?